Lorsque des flots d'ennemis menacent de nous submerger, il est aisé de se laisser emporter par l'effroi et sceller un pacte avec cet adversaire au mépris de tout espoir et des alliances passées. Toutefois, la trahison, fut-elle motivée par le noble désir de sauver les siens, signe parfois la chute dans les ténèbres. Bien des âmes tombèrent ainsi, tristement. C'est ainsi que le roi Pérénolde fit alliance avec l'ennemi de l'humanité et entraîna son royaume dans le chaos. Cependant, avant de décrire ces funestes événements, prenons le temps de retracer, par les cartes, l'histoire tourmentée du petit royaume d'Alterac. Impossible de parler de la nation d'Alterac sans remonter au fondement de l'humanité. Avant l'éclosion des 7 nations, avant même la naissance de l'Empire d'Arathor, alors que les humains étaient dispersés dans les profondes forêts de Lordaeron, les montagnes d'Alterac étaient déjà le foyer d'un peuple robuste et fier. Les Alteraci toisaient le monde de leur haute cime. Depuis ces colossales tours de granit, ils se moquaient bien de la toute-puissance de l'Empire des Trolls Amani. En fait, si ce n'est quelques trolls des glaces aux tribus désunies, le clan Alteraci jouissait d'une grande tranquillité. Ils étaient des guerriers de renom, et nul n'osait pénétrer leur col et leur vallée. Lorsqu'un certain Thoradin, du clan des Arati, vint à leur rencontre dans le but de les unifier à son empire naissant, le chef Ignaius Trollmort ne lui accorda que mépris pour toute réponse. Les clans d'en bas pouvaient s'unir s'ils le souhaitaient. Les Alteraci, eux, n'avaient pas besoin des autres humains pour tenir les trolls à bonne distance. Les hostilités ensanglantèrent les contreforts montagneux. Les brutaux guerriers de la montagne, en large infériorité, mettaient à l'amende les cohortes Arati. Toutefois, si le clan d'en bas ne brillait pas pour sa férocité au combat, Ignaius avait mésestimé la ruse de son chef. Thoradin se présenta devant lui, seulement muni de son épée, et le défia dans un duel à mort. C'était le genre de défi qu'un chef Alteraci ne pouvait refuser sans perdre le respect de ses guerriers. Mais qu'importait, Thoradin était un avorton en comparaison de la montagne de muscles d'Ignaius. Cet impudent ravalerait sa morgue avant même de comprendre l'ampleur de son erreur. Mais, à trop compter sur la puissance physique, Ignaius était aveugle à tout le reste. Thoradin joua de tous les autres éléments. Preste et rapide, il dansait entre les coups de lame. Mais plus encore, il avait choisi le meilleur instant pour son combat. Des torrents de brume s'écoulaient des hautes vallées et plongèrent bientôt le lieu du duel dans une pâle obscurité. Thoradin, vif et rusé, saisit cette opportunité et prit au dépourvu son adversaire. Désarmé, à terre, Ignaius attendait le juste jugement des armes. Pourtant, au lieu de l'achever, Thoradin planta son épée dans la terre et tendit une main secourable à son adversaire. Ignaius vivrait et régnerait encore longtemps sur les siens. En échange de cette vie sauve, il prêta allégeance au vainqueur et offrit ses armées aux Arati. Thoradin unifia le premier empire des hommes. Lorsqu'il dut faire face aux légions de trolls, Ignaius et ses guerriers firent régner la peur et la mort dans les rangs de leurs ennemis. Au creux de leurs abruptes montagnes natales, ils édifièrent une inexpugnable forteresse qui saurait s'élever en bouclier de l'humanité. C'est à ses pieds que les trolls Amani connurent leur défaite finale, emportés dans des torrents de fureur et de feux arcaniques. Au sortir de la guerre des trolls, la nation d'Alterac jouissait d'une gloire inégalée. La bravoure et la férocité de leurs soldats étaient célébrées dans tout le jeune empire. La forteresse s'étendit hors de ses remparts et devint, peu à peu, un bourg prospère à la croisée des routes de l'Empire. Les montagnes d'Alterac, de murailles infranchissables, devinrent un carrefour en plein centre d'Arathor. Entre ces cols filaient les caravanes chargées de marchandises. Des sylves de l'Est aux pins argentés, de Tirisfal à Haute-Brande, toutes les routes se rencontraient en Alterac. Les colporteurs et les négociants enrichissaient les bourgs de la petite province. Abreuvés d'or, les maîtres d'Alterac ne s'endormirent pas dans le stupre et la vanité. Les siècles passant, ils n'avaient guère oublié leurs origines guerrières. Chaque pièce ruisselant dans les coffres était investie dans l'édifice militaire de l'Empire. Bien que modeste par sa taille, et surtout par sa population, Alterac offrit à Arathor l'une de ses armées les plus puissantes. En vérité, seule la péninsule de Gilnéas pouvait lui contester l'hégémonie militaire. Les deux provinces avaient bien des points communs. Toutes deux de modeste taille, installées sur des terres médiocres, elles étaient au carrefour des routes commerçantes. L'une par les voies terrestres qui s'entremêlaient entre ses cimes, l'autre par ces ports où se croisaient les nefs de Kultiras, de Lordaeron, de Stromgarde et même des elfes. Cette similarité équivoque entre les deux provinces nourrit progressivement une ardente rivalité. Toutefois, toutes deux entretenaient une profonde loyauté envers l'Empire. Strom mit tout en œuvre pour réunir Alterac et Gilnéas. C'est ainsi que les deux armées collaborèrent pour étendre les cartes d'Arathor par-delà ses frontières. Au nord, voici bien longtemps que Keltalas était parfaitement reconnu. La péninsule Amani, elle, était trop dangereuse pour être explorée. Nul doute que les trolls n'auraient pas accueilli les contingents humains avec cadeaux et colliers de fleurs. Au sud, en revanche, bien malin qui savait quelle terre s'étendait au-delà des marécages des Palins. L'expédition conjointe s'enfonça dans ces territoires humides et sauvages. Ces bourbiers infâmes convenaient davantage à des Gilnéens qu'à des Alteraci. Mais ces derniers ne reculèrent pas pour autant.
Plus au sud, ils découvrirent de majestueuses montagnes couronnées de glaciers cristallins. Pour les braves fils d'Alterac, ces abruptes cimes n'étaient pas de taille à les décourager. Ils en débutèrent l'escalade, raillant volontiers les Gilnéens plus habitués aux basses terres que monts escarpés. Parvenus au sommet, ils furent tous subjugués par la vision d'un monde qu'ils n'auraient jamais imaginé. D'imposantes cités de pierre émergeaient des montagnes. Ceux qui les habitaient étaient de fabuleux artisans et inventeurs. Pour la première fois, les humains contemplaient l'œuvre des nains et des gnomes. Les forges et les ateliers de Casmodan engendraient des outils et des armes d'une facture parfaite, qui outrepassaient même les plus belles pièces des elfes de Keltalas. Ces nains et ces gnomes accueillirent chaleureusement les émissaires d'Arator. Festins et beuveries se succédèrent. Gilnéas et Alterac revinrent en leur empire chargés de cadeaux et d'histoires à raconter. Ils s'empressèrent de tracer les premières routes commerciales vers le sud, attirant à eux toujours plus de richesses. Les siècles passant, l'identité de chaque province s'affirma de plus en plus, tandis que l'autorité de Strom s'affaiblissait. Les cités devinrent des cités-États, et ces cités-États en vinrent à se considérer comme de véritables royaumes. L'Empire explosa sans bruit. Alterac devint indépendante sans même l'avoir véritablement désiré. Bien sûr, les Alterakis étaient toujours considérés comme un peuple à part, qui, depuis leur sommet, toisait leurs confrères. Ils avaient bien assez de fierté pour constituer un royaume, mais sans l'unicité de l'Empire, voici que leurs montagnes les enfermaient à nouveau. Les routes qui, jadis, unissaient les provinces d'Arator se vidèrent lentement. Les marchands se faisaient moins nombreux à mesure que les nations se refermèrent sur leurs propres frontières. Seul Lord Aeron dépendait encore des chemins d'Alterac pour relier ses terres du sud à ses cités du nord. Alterac pouvait, bien sûr, compter sur ses mines, mais modeste par sa taille, dépourvue d'autres ressources et dotée d'une maigre population, elle ne pouvait rivaliser avec le puissant royaume du nord. Si Lord Aeron dépendait d'Alterac pour approvisionner ses provinces méridionales, Alterac en était plus dépendante encore pour ses livraisons de céréales. Les vallées escarpées et rocailleuses guère propices aux vastes domaines agricoles. Lord Aeron put ainsi négocier sans mal les droits de douane, n'aidant en pointe à l'enrichissement du royaume montagnard. Alterac pouvait bien réclamer à corps et à cris de plus fortes taxes pour les marchands qui empruntaient ses routes. Lord Aeron répliquerait aussitôt par le tarissement des livraisons de grains. Enclavé, le royaume s'enfonça dans un profond déclin, regrettant avec amertume l'époque glorieuse de l'Empire. Son armée, quoique modeste par sa taille, à l'instar du royaume, demeurait une force puissante et redoutée. Les solides gaillards d'Alterac avaient réputation de brutes inébranlables, aussi robustes que la montagne et mordants que le blizzard. Cependant, face à la démographie de Lord Aeron, il finirait bien vite submergé sous le nombre. Stromgarde était solidement retranché derrière ses murailles, et Dalaran pouvait sans mal noyer les guerriers Alterakis sous leurs sortilèges mortels. Les redoutables soldats d'Alterac en furent réduits à se vendre comme mercenaires aux autres nations, de la chair et du sang contre de l'or et de l'argent. Pour ces vastes et prospères royaumes d'en bas, les Alterakis n'étaient guère que de rustres brutes qui habitaient les hautes vallées, presque à demi sauvages. Pire, Alterac et Stromgarde, plus au sud, entretenaient de profonds contentieux territoriaux. Le seigneur Trollmort revendiquait de larges portions des montagnes d'Alterac, notamment à l'est du fleuve d'Aromir, tandis que la famille Pérénold désirait étendre son contrôle sur de plus lointaines portions de montagnes, au nord de Stromgarde. Plusieurs fois, ces tensions territoriales débouchèrent sur de sanglants conflits. Les guerriers d'Alterac et de Stromgarde se tinrent tête, et les combats donnèrent toujours lieu à de timides traités. Quelques champs poussiéreux, un morceau de falaise rocailleuse au prix de milliers de braves donnés à la terre. Les deux royaumes se vouaient une haine plus profonde à chaque trêve. Les autres nations, elles, ne dissimulaient guère leur soutien à la couronne de Stromgarde. La petite nation montagneuse était enclavée, aussi bien par sa géographie que par sa diplomatie. Seuls les nains de Casmodan accordaient un peu de respect à cet autre peuple des cimes. Lorsque les orques se déchaînèrent sur le royaume méridional d'Azeroth, les nations du Nord n'entendirent pas les supplications de Hurlevent. Sa chute, en revanche, bouleversa toutes les cours humaines. Ces monstrueuses créatures avaient, en quelques années, balayé l'un des plus puissants royaumes des hommes. Les souverains des 7 nations se rassemblèrent à Lordaeron pour sceller une alliance. Toutefois, les deux rivaux d'autrefois, Gilnéas et Alterac, ne furent pas prompts à livrer leurs armées à cette coalition. D'une part, les paroles d'un mystérieux seigneur du nom de Daval Prestor avaient instillé le doute dans leur esprit. Ensuite, les deux petites nations craignaient de perdre leur souveraineté face à la toute-puissante couronne de Lordaeron. Les tensions s'enflammèrent au point que les deux rois, Aiden Pérénold d'Alterac et Jeanne Gristed de Gilnéas, menacèrent de quitter le conseil. Seule l'intervention d'un prêtre et formidable orateur du nom de Turalion, accompagné du jeune prince de Hurlevent, désormais orphelin et exilé, permit de sauver l'alliance.
Le seigneur Perenold, toutefois, conserva des réserves vis-à-vis de cette union. Il n'avait que mépris pour le lointain royaume de Hurlevent. Mais il savait la bravoure au combat des nains, il savait quels adversaires formidables ils constituaient. Pourtant, nul n'avait pu empêcher ces orques d'envahir les montagnes de Khazmodan. Hayden Perenold suggéra bien à ses nouveaux alliés de négocier auprès de cet Orgrim Marteau du Destin, nouveau chef de guerre de la Horde, mais comme à l'accoutumée, on lui rit au nez. Bientôt, les orques débarquèrent en Haute-Brande. À l'est, les trolls des Hinterlands se joignirent à leur effort et prirent à revers les armées de l'Alliance. Une partie des redoutables guerriers d'Alterac se joignirent aux forces de l'Alliance, au contact de l'ennemi. Les autres se retranchèrent dans les montagnes. Ils barricadèrent chaque col, chaque vallée et chaque interstice par lequel la Horde pourrait s'infiltrer. Comme du temps de la guerre contre les trolls, Alterac se mua en une imprenable forteresse. Le royaume montagnard tint bon. Aucun ennemi, qu'il fût orc ou troll, ne parvint à enfoncer ses défenses. Mais on ne pouvait en dire autant concernant les armées de la coalition. La Horde avançait, bousculant à chaque bataille les fiers défenseurs de l'humanité. Rien ne semblait pouvoir les arrêter. Ils pénétrèrent les bois enchantés de Keltalas, enfoncèrent les redoutables défenses elfiques jusqu'à assiéger la superbe cité de Lune d'Argent. C'était certain, l'Alliance allait tomber, avec ou sans l'aide d'Alterac. Humilié à tant de reprises par ses soi-disant frères humains, Alterac n'entendait guère périr par loyauté envers ses prétentieux voisins. Soucieux de sauver ce qui pouvait l'être, Hayden Perenold commit l'impensable. Il quémanda une audience secrète auprès du chef de cette horde. Orgrim Marteau du Destin accepta la rencontre, curieux de ce que cet humain avait à lui dire. L'orque n'était pas qu'un colosse brutal et sanguinaire, comme on l'avait tant décrit. Il était, en plus d'un redoutable guerrier, un chef talentueux et rusé. À la grande surprise d'Hayden, Orgrim maîtrisait les rudiments du commun et s'exprima sans peine auprès du seigneur d'Alterac. Tous deux convinrent d'un accord. En échange de son aide et du libre passage au travers des montagnes, nul mal ne serait fait à Alterac et à ses sujets. Tous n'accueillirent pas cette alliance contre nature avec bienveillance. Le valeureux général Hatz, qui avait tant de fois porté les couleurs d'Alterac sur le champ de bataille, n'obéit que par loyauté. Désormais secrètement rangé auprès de la Horde, Perenold manœuvra ses pions. Il tendit des embuscades contre les troupes de l'Alliance qui transitaient par ses cols. Il attisa la colère des habitants de la Main de Tyr, les poussant jusqu'à la révolte. Il recruta des pirates parmi sa flotte pour traquer et pourfendre Uther, seigneur des chevaliers de la Main d'Argent, une épine douloureuse dans la botte de la Horde. Puis, comme convenu, il assiste à Orgrim dans sa traversée des montagnes. Soudain, l'école stratégique était abandonnée de toute garde. Les orques contournèrent ainsi les armées de l'Alliance et prirent par surprise la cité de Lordaeron. La félonie de Perenold éclata au grand jour durant la bataille meurtrière de l'île de l'Affliction. Aux côtés des orques et des trolls, les soldats de l'Alliance capturèrent guerriers et marins d'Alterac. C'est alors que les armées coalisées prirent conscience de l'ampleur de la catastrophe. À l'heure qu'il était, la Horde tenait probablement le siège devant Lordaeron. Nul ne pouvait y croire, et pourtant, la vérité était sous leurs yeux. L'armée de Stromgarde prit aussitôt la route d'Alterac, espérant y contrer l'avancée des orques. Il était déjà bien trop tard. Il y rencontra le général Hatz, qui confirma à contre-cœur la trahison de son souverain. Sa loyauté céda face à sa conscience. Il rallia les troupes de l'Alliance et, avec son aide, reprit le contrôle d'Alterac. Par miracle, les renforts atteignirent la cité de Lordaeron avant qu'elle ne cède, et les légions humaines mirent les orques en déroute. Le désastre évité de peu, la guerre se renversa en faveur de l'Alliance. La Horde finit de se disloquer au pied du mont Roche-Noire. L'Alliance était victorieuse. Alterac avait perdu son pari, restait à en subir les conséquences. Hayden Perenold fut aisément capturé et enfermé dans son propre palais. Seul son statut de roi lui accordait la vie sauve. Aucun des seigneurs de l'Alliance ne souhaitait condamner à mort l'un des leurs, soucieux de quelles conséquences une telle jurisprudence pourrait déclencher à l'avenir. On l'exhorta de renoncer au trône, mais conscient du sort qui l'attendait, Hayden refusa. L'Alliance ordonna la loi martiale sur le petit royaume tandis qu'à Lordaeron, les nations voisines se déchiraient quant à son sort. Stromgarde désirait partager le royaume avec Lordaeron. Cette dernière avançait les revendications du seigneur d'Aval Prestor, soi-disant légitime sur le trône d'Alterac, alors que Gilneas poussait la candidature du prince Isiden Perenold, neveu du roi, réfugié en sa cité. Un point mit tout le monde d'accord. Les trésors du petit royaume furent saisis au profit de l'Alliance, une décision qui ne fit qu'aggraver la crise qui, rapidement, engloutissait Alterac. En vérité, bien peu d'habitants du pays avaient connaissance de la trahison de leur roi. L'accord entre Hayden et Orgrim avait été maintenu secret le plus longtemps possible. Le prince Aliden lui-même était inconscient de la perfidie de son père. Aucun ne comprenait pourquoi le royaume était ainsi ravagé par ses propres alliés. Alterac n'en avait toutefois pas encore fini avec ses compromissions. Alors que les débats faisaient rage et que les troupes de l'Alliance se comportaient en conquérant dans le royaume, quelques poignées d'orques refirent surface. Non plus pour conquérir Azeroth, ils n'en avaient plus la force, mais pour s'emparer de précieux artefacts magiques.
Le sinistre chevalier de la mort Théron Fielsang pénétra les montagnes dans le but d'y saisir le livre de Medivh. Il est d'ailleurs ironique de constater qu'un artefact conçu par le sorcier déchu de Hurlevent, traître qui avait ouvert la route aux orques, était désormais conservé dans la cité du royaume Félon, qui avait lui aussi trahi sa race. Mais revenons-en à notre récit. Théron parvint à entrer en contact avec le roi prisonnier. Celui-ci était lentement tombé dans la folie. Peut-être étaient-ce les conséquences combinées de son enfermement et de son échec total à sauver son peuple. D'autres avancent les manigances du seigneur Prestor qui, pour avancer ses pions, aurait assailli l'esprit du monarque par une sombre magie. Cela n'empêcha guère le chevalier de la mort et le seigneur d'Alterac de nouer un pacte. Les sévices de l'Alliance sur le royaume, jugés injustes par nombre de ses sujets, avaient apporté au roi déchu nombre de soutiens. Si la Horde aidait à libérer Alterac, la petite expédition des orques recevrait tout le soutien de la population. Théron Fielsang et ses guerriers, aidés de redoutables dragons noirs, balayèrent sans mal les garnisons coalisées. Il s'empara du précieux ouvrage et s'en retourna à ses funestes projets. La destruction des fortifications de l'occupant n'offrit qu'un court répit au sujet d'Alterac. D'une part, l'Alliance ne tarderait pas à revenir, plus courroucée que jamais. D'autre part, le trésor était vide, le royaume n'avait plus les moyens de rien, et encore moins de lever une armée. Face aux pillards, aux orques et aux ogres qui dévastaient les campagnes, Alterac était impuissante. Cette nouvelle trahison apporta un grand crédit à ceux qui voulaient le voir tomber pour de bon. La duplicité était exposée au grand jour, désormais, mais nombre d'habitants des montagnes voyaient les choses autrement. Comment soutenir ces alliés qui pillaient leurs terres depuis de nombreux mois, alors que chacun sombrait dans la misère? Si les orques pouvaient les débarrasser de ce fléau, c'était une occasion à ne pas manquer. Le prince Aliden, lui, vit en la trahison de son père la destruction de 1000 efforts pour reconstruire la légitimité de son royaume. Conscient que l'avenir d'Alterac ne se trouvait plus sur ses terres, il quitta la cité. Par la suite, il se rangea sous les ordres d'un certain Aedelas Landenoir, gouverneur d'un château de l'Alliance au sud du royaume, le fort de Durn. Aedelas l'accueillit chaleureusement et devint un père de substitution pour le prince déchu. Le roi Aiden Perenold finit par périr, probablement aidé par ses geôliers. Lord Aeron saisit cette occasion pour saisir le stratégique corridor territorial entre les Sylves de l'Est et la province de Haute-Brande. Les villes de Strandbrand et du Nord-Roi passèrent ainsi sous la coupe du roi Terenas Menethil. La population fut partagée. Une partie d'entre elles approuva l'intégration de leurs terres dans un royaume stable et prospère, deux choses que les Alteraci avaient perdues il y a bien longtemps. D'ailleurs, il n'y avait qu'à constater la déchéance du reste du royaume. La rumeur prétendait que de brutaux ogres avaient pris possession d'avant-postes et de villages autour de la capitale. D'autres n'avaient pas renoncé à leurs anciennes allégeances. Sous la tutelle du prince Aiden Perenold, ils se rassemblèrent au sein du syndicat. Ce petit groupe disparate lutta férocement pour l'indépendance et la restauration d'Alterac, rassemblant toujours plus de fidèles. Bien sûr, aux yeux des occupants, ils n'étaient que des brigands à réprimer aussi brutalement que possible. Une nouvelle fois, la fissure entre l'Alliance et le peuple d'Alterac s'élargit au profit de la haine. Les deux entités ne parlaient plus le même langage. Alors que l'Alliance s'effritait, puis que Lord Aeron sombrait dans les ténèbres, le syndicat remporta victoire après victoire. L'organisation rebelle mit la main sur la cité de Strandbrand et sur les ruines du fort de Durn. Forts de leur triomphe dans les montagnes, ils étendirent leur influence sur les ruines de Stromgard, au sud, un pied de nez envers leurs adversaires historiques. Toutefois, bien que la conquête de portions de territoire de Stromgard regonflât bel et bien la hargne des Alteraci, l'ancienne capitale échappait toujours à leur contrôle. La cité d'Alterac était tombée entre les mains d'un clan ogre. Les casse-crêtes, épargnés par l'intelligence, étaient nombreux et brutaux, et aucune des tentatives du syndicat ne parvint à les déloger de l'ancienne capitale. Aliden constatait avec amertume la faiblesse de son organisation face à l'Alliance et à la Horde qui rôdaient toutes deux dans la région. Pour combler le manque de main-d'œuvre, il céda à l'esclavage. Le syndicat captura des centaines d'orques pour les enchaîner dans les mines et dans les champs. Là, au moins, ces bêtes pourraient se rendre utiles. C'était ce qu'il croyait. Mais ses actes odieux se retournèrent contre lui. La capture et le massacre de Tandeleur attisa la colère de la Horde sur cette organisation autrement insignifiante. La Horde mena une expédition pour détruire pour de bon ce vestige d'Alterac. Aliden périt sous les coups des orques. Le syndicat, décimé par l'attaque, se dispersa dans les vallées les plus reculées dont eux seuls avaient connaissance. Dans le même temps, les richesses naturelles du royaume attirèrent un clan nain fortuné de Forgefer, le clan Foudrepique. Les montagnes abritaient, semble-t-il, d'importants gisements d'or enfouis dans les profondeurs que seuls les nains pouvaient atteindre. Avec le soutien de Forgefer et par extension de l'Alliance, le clan escalada les montagnes désormais abandonnées et partit à l'assaut de vallées prétendues inhabitées. Inhabitées par les hommes en tout cas. Dans ces montagnes perdues, au plus haut d'Alterac, un clan orc avait trouvé refuge. Le clan des loups de givre avait été, un quart de siècle plus tôt, expulsé de la horde de Main Noire. Pourchassés tant par l'Alliance que par leurs frères, ils s'étaient laissés guider par les élémentaires jusqu'à ce recoin silencieux d'Alterac. Pendant 25 ans, nul ne les y avait dérangés, jusqu'à ce que les nains viennent saccager leur sanctuaire et troubler le repos des esprits. Puisque nul n'était prêt à abandonner les hautes vallées, le fracas des armes brisa la quiétude des montagnes. Alterac tombait dans l'abîme, d'autres livrent bataille sur ses vestiges. Orques loups de givre, nains Foudrepique,
Ogre casse-crête et ceux qui restent du syndicat se disputent les ruines pour le plus grand malheur des quelques derniers sujets d'Alterac. La trahison d'Aiden Pérénold précipita son royaume à sa perte. Mais enclavé, raillé, humilié, peut-on entièrement lui incomber la faute? L'héritage d'Alterac reste celui d'une nation fière, certes brutale, mais le cœur rempli de bravoure et toujours prompt à tirer l'épée pour la défense des siens. Il y a fort peu de chances que le royaume renaisse un jour de ses cendres. N'en reste plus que quelques lignes dans les livres d'histoire que j'espère vous avoir transmises aujourd'hui. Si l'on accepte la petite cité-état de Dalaran, le royaume d'Alterac est la plus petite des nations humaines. La nation, dominée par de hautes cimes enneigées, était en majeure partie enclavée au sein du royaume de Lordaeron. Au sud-est, le royaume de Stromgarde contrôlait les monts les plus orientaux. À l'ouest, enfin, la cité de Dalaran régnait sur les basses terres boisées. Comme vous pouvez le constater, Alterac n'a guère hérité des meilleures terres du continent. Morcelées par les cimes escarpées, battues par les vents glacés de l'hiver, les terres fertiles sont rares et précieuses. Bien que la population Altheraki soit peu nombreuse, surtout comparée à l'immense et fertile Lordaeron, les rares fermes du royaume ne pouvaient suffire à sa subsistance. Alterac dépendait des livraisons de grains d'Andoral et de la province de Haute-Brande, aux mains de Lordaeron. En échange, le vaste royaume du Nord, lui, avait grand besoin des routes Altheraki pour approvisionner ses territoires du Sud. Dans cette relation d'interdépendance, Alterac était le partenaire mineur, bien incapable de faire valoir ses exigences. Cette situation empire encore lorsque l'on prend en considération la dimension maritime. Contrairement à ce que l'on pourrait penser de prime abord, Alterac n'était pas dépourvu d'ambition marine. Le petit royaume disposait d'une flotte respectable, qui, loin de celle de Kultiras, pouvait rivaliser avec Gilneas et imposer certaines volontés sur les mers. En vérité, cette étrangeté géographique se résout par une simple remarque. Le royaume peut s'appuyer sur son contrôle du fleuve d'Aromir et une partie du lac dont il s'écoule. Ce large fleuve était assez large pour permettre le passage de lourds navires, et fut même le théâtre de batailles navales lors des dernières guerres. Toutefois, son estuaire, lui, était solidement tenu par la nation de Lordaeron qui prélevait son dû pour chaque passage. Le royaume était concentré autour de deux cités cruciales. À l'ouest, la cité d'Alterac portait l'héritage de l'antique citadelle devant laquelle périrent les légions des trolls. Vaste bourg fortifié, opulente place de commerce durant l'âge d'Arathor, la ville concentrait l'administration dont le palais royal des Pérénold. Le bourg de Strandbrand contrôlait l'est du massif. Bordé de quelques vallées agricoles et tenant la route qui file entre Moulins de Taren et Andoral, la petite ville était le grenier à blé du royaume. Plus au nord, le long des routes menant vers les sylves de Lordaeron, la modeste bourgade du Nord-Roi assurait la pleine possession des basses terres septentrionales, cruciales dans l'approvisionnement du pays. Pauvre en terres agricoles, le royaume pouvait au moins compter sur quelques forêts de pins et mines dispersées dans les vallées les plus difficiles. Ce n'est pas pour rien que les nains prirent le contrôle de certains cols après la désagrégation du royaume. Le ventre des montagnes regorgerait de métaux précieux, pour beaucoup hors de portée, hélas, des pioches humaines. Isolé dans ces montagnes, dépendant de l'extérieur pour sa seule survie, le pays fut contraint au repli sur soi. Alors que le règne d'Arathor sonna comme un âge d'or pour Alterac, au centre des routes commerciales, la division de l'Empire en 7 nations sonna le glas de sa prospérité. Enclavé, il vit les royaumes voisins s'enrichir, tandis que sa population sombrait dans la pauvreté. Humilié par les nations d'en bas, il en vint à les mépriser. Et lorsque se présenta l'opportunité de prendre sa revanche, il la saisit, un dernier baroud, la gloire ou le trépas plutôt que cette lente asphyxie. Envers l'Alliance, Aiden Pérénold est un traître à n'en pas douter, et c'est ainsi que l'histoire se souviendra de son nom. Mais pour son peuple, il est celui qui fit tout pour les protéger, et leur rendre une raison d'être fier de la bannière orangée. Ne vous souvenez pas d'Alterac comme le royaume félon qui, aux pires heures de l'humanité, se rangea du côté des ténèbres. Gardez en mémoire un peuple robuste et résilient forgé par une terre difficile. Rappelez-vous de ces guerriers qui, jadis, protégèrent l'humanité du courroux des trolls Amani, et de ceux qui, plus tard, refusèrent les ordres de leur roi pour lutter auprès de leurs confrères. Alterac est bien plus nuancé que les chroniques de l'Alliance le laissent supposer.